Bien, je pense que nous pouvons commencer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre à cette heure plutôt tardive. Avant de débuter cette interview, nous aimerions commencer par une rapide entrée en matière. Ainsi, comme le philosophe Emmanuel Lévinas l'a déclaré, le concept d'autrui est fondamental et l'éthique est la philosophie première. En ce sens, il vient amener les bases de l'altruisme. Disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Qu'est-ce que l'on peut alors imaginer comme finalité plus noble et plus grande que de servir l'homme? Il n'y en a pas. L'entreprise peut aider en ce sens car elle se doit d'être un support d'épanouissement pour l'humain. Monsieur Isaac Getz, bonsoir et bienvenue. Nous sommes Bonsoir. heureux de vous compter parmi nous ce soir pour évoquer avec vous la notion d'entreprise altruiste, qui n'est qu'autre que le titre de votre livre, paru le 17 octobre 2019, coédité avec Laurent Marbaché, édition Albin Michel. Nous reviendrons, si vous le voulez bien, sur cette notion d'entreprise altruiste, entreprise qui prennent le statut de société à mission, en poursuivant des finalités non seulement économiques, mais également sociales et environnementales. Monsieur Isaac Getz, vous êtes déjà connu dans nos rangs, auprès de nombreux de nos étudiants qui nous regardent ce soir. En effet, vous êtes un précurseur de la notion de l'entreprise libérée et de sa popularisation en France, philosophie que nous avons également étudiée en management. Auteur de livres à succès, comme nous venons de le voir, vous êtes également conférencier et détenteur du titre de professeur à l'ESCP Business School et ex-professeur visitant aux universités Cornell et Stanford. Je vous laisse à présent, si vous le voulez bien, entre les mains de mes collègues Antoine et Alexis. Bien, bonsoir à tous. Merci Marie pour cette très belle introduction. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc merci à tous d'être venus si nombreux sur Zoom et sur Facebook. Bonsoir professeur Gebs, merci d'être venu. Donc nous allons aborder plusieurs thèmes durant cette conférence et nous allons commencer par revenir un petit peu sur vos travaux concernant l'entreprise libérée, donc qui est, je rappelle, un concept que vous avez théorisé dans votre livre Liberté et compagnie, publié en 2013, en compagnie de Brian Carney. Donc, première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Getz, pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler du concept d'entreprise libérée, est-ce que vous pourriez nous le résumer dans ces grandes lignes? Je vais le faire. Je veux juste préciser que ce concept, nous avons théorisé avec Brian Carney en 2009. Le livre est paru d'abord aux États-Unis, était traduit en France en 2012, et puis paru dans une version pour les étudiants, version poche jaune en 2013. L'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle la majorité de salariés jouissent à la fois de la liberté et de la responsabilité complète d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes, par leurs responsables, par les procédures, eux-mêmes décident comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. Voilà la définition. Je peux vous dire que quelques patrons d'entreprise ont fait remarquer que c'est que du gros beau sens, c'est du bon sens, ils disent. Et en réfléchissant, et vous, probablement certains parmi vous, vous êtes déjà des entrepreneurs, ou en tout cas vous avez étudié. Les entreprises naissent pourquoi? Finalement, ce sont des structures dans lesquelles, ou qui permettent à quelques personnes d'entreprendre et prendre toute initiative, être libre pour réaliser leur vision, offrir un service, offrir un produit qui est utile aux autres. Et le problème, c'est qu'après quelque temps, les entreprises oublient ce commencement, oublient cette origine, et leurs salariés, plutôt que être des personnes entreprenantes, deviennent des exécutants. Et pour terminer, je vous dirai une phrase qu'un de ses patrons m'a dit
après un séminaire que j'ai animé, dit bah, finalement, j'ai compris ce qu'est l'entreprise libérée. Si on arrête d'embêter les gens, ils pourront enfin faire leur boulot. Voilà du bon sens. En effet, merci. Merci beaucoup. Euh, alors, dans la majorité des cas étudiés, les entreprises libérées sont de petite ou de moyenne taille. Et donc, selon vous, comment ce modèle est-il transposable aux grandes entreprises? Alors, je vais préciser, vous avez raison de dire, Antoine, que les entreprises que nous avons étudiées avec Brian Carney dans notre livre ont toutes commencé, c'était plutôt des PME. Même Harley Davidson, elle a commencé à l'époque, je crois, avec 2200 personnes. Elle est devenue par la suite l'entreprise de, je crois, 8000 personnes. Mais certaines de ces entreprises ont grandi. Par exemple, l'assureur, la mutuelle USA est devenue l'entreprise de 30 000 personnes. Donc, on a vu des cas de ces entreprises grandir. Mais pendant notre recherche, pour ce livre-là, on n'a pas vu des grands groupes se transformer. Cependant, et vous avez évoqué que j'étais à l'origine quelque part et avec d'autres patrons, avec d'autres personnes, d'un véritable mouvement de libération d'entreprises en France. Vous avez des grands groupes comme Michelin, et certaines entités de Airbus, Decathlon, et qui doit être cher peut-être à votre école par son emplacement dans la région lilloise, et EDF, un certain nombre de divisions d'EDF. Donc, il y a des cas aujourd'hui, et vous avez raison, Antoine, de poser cette question, à la suite de notre recherche en 2009, j'étais assez sceptique quand on m'a posé cette question que vous m'avez posée. Je ne croyais pas que des grands groupes peuvent y arriver, mais les grands groupes m'ont donné tort. Donc, c'est un fait qu'il faut accepter. Je préciserai pour le dernier point, il ne s'agit pas d'un modèle. Et c'est peut-être là la clé du fait que ça a été adopté non seulement par les grands groupes, mais par exemple par les administrations. Aujourd'hui, Pôle emploi se transforme à l'échelle nationale. Vous avez des caisses primaires d'assurance maladie, vous avez des ministères, etc. C'est une philosophie. Elle est fondée sur quelques concepts. Vous avez cité un grand philosophe, Lévinas. Là, il s'agit de citer d'autres philosophes, mais ce sont des principes de liberté, de la responsabilité de l'homme dont on jouit en tant qu'adulte dans notre vie privée, mais on doit abandonner à partir du moment où on traverse les portes de l'entreprise. Donc, cette philosophie-là, par la suite, est articulée à chaque fois, peu importe l'entreprise est grande ou petite, c'est qu'une différence, mais vous avez des entreprises qui sont cotées, pas cotées, des différents secteurs, multinationales ou uniquement dans un seul pays. Donc, il y a énormément de différences et il faut articuler à chaque fois. Si vous avez, par exemple, chez Michelin, 80 usines, chaque usine va faire ça de sa propre façon. Chaque magasin de Decathlon va faire ça de sa façon. Voilà. Très bien, je vous remercie. Isaac, j'aurais une question. Est-ce que, selon vous, l'entreprise libérée serait réservée au secteur privé? Et en allant plus loin, est-ce que le tissu associatif pourrait s'inspirer de la philosophie libérée pour fonctionner de manière pérenne et efficiente? Alors, je ne vous dis pas, Alexis, comme je dis parfois à mes élèves, vous n'avez pas écouté le début du cours. Mais en tout cas, je viens de le dire que l'entreprise libérée est pratiquée aussi dans les administrations. Et donc dans tout type d'entreprise, mais aussi dans les administrations qui n'ont rien à voir qu'avec les entreprises. Donc, il y a des municipalités, il y a des caisses primaires d'assurance maladie, il y a des OPH, etc. Donc, la réponse, c'est que partout, toute organisation où les gens se mettent ensemble pour aboutir
un résultat. Il y a même, de mon point de vue, alors je ne l'ai pas étudié, il y a un club de basketball qui fonctionne. Il y a des unités militaires que j'ai étudiées un peu, qui fonctionnent de cette façon. Par exemple, les forces spéciales qui appliquent à peu près la philosophie très semblable, où il y a énormément de liberté de responsabilité des équipes sur le terrain, hein, des unités militaires cette fois-ci, de décider par elles-mêmes quelle est la meilleure action d'entreprendre par rapport à leur mission globale, par rapport à ce fameux pourquoi. Donc, les associations, c'est un cas un peu spécial. J'ai rencontré un certain nombre de présidents d'associations assez grandes. Et il y a des spécificités dans les associations. Il faut voir que quand on parle de cette philosophie, elle s'articule dans une organisation autour de salariés. Donc, le lien, il est déjà entre la personne et l'entreprise contractuelle au départ. Après, on essaie de transformer cette relation, qu'elle ne reste pas uniquement une relation d'employé et d'employeur. Voilà. Dans les associations, comme vous savez, il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de personnes qui naviguent autour et il y a énormément aussi d'adhésion, non pas parce que cette personne va vers l'association à la recherche de l'emploi, mais par une passion. Donc, il y a et qui dit passion, dit parfois, et c'est un fait, que les associations parfois sous-payent les compétences par rapport au marché. Donc, il y a aussi une souffrance. Il y a aussi des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre facilement parce que dans l'association, c'est un peu flou. Donc, c'est une problématique très particulière, mais je connais probablement quelques associations, même un syndicat, où des choses se sont organisées de cette façon, où cette philosophie était appliquée. Voilà. Très bien, Super, merci. Ensuite, comme vous le savez, votre livre sur l'entreprise libérée a eu un certain retentissement dans le monde des entreprises. Il a été traduit en 6 langues, par exemple, et vous parliez de Decathlon ou encore de Michelin, mais est-ce que l'entreprise libérée, la philosophie de l'entreprise libérée s'arrête à la frontière française et reste butée, par exemple, face au management américain ou japonais qui sont peut-être plus structurés, ou est-ce qu'il se développe dans tous les pays? Alors, Antoine, donc oui, ça a eu un grand succès en France. Je sais que Furet, je crois, a dressé pendant plusieurs semaines, la fameuse librairie lilloise, un mur entier consacré à l'entreprise libérée, parce qu'il y en a d'autres livres par la suite qui sont sortis sur le sujet. Mais déjà, dans notre enquête initiale, notre étude de terrain initiale qui a duré entre 2005 et 2009, il y avait déjà 6 pays. La France n'était pas le pays le plus représenté, je pense. Je pense qu'il y avait plus d'entreprises américaines que d'entreprises françaises. Donc, c'est pas réservé à un tel autre pays. Bien sûr, c'est des entreprises qui sont une toute petite minorité qu'on a étudiée depuis il y a plusieurs centaines d'entreprises en France et dans d'autres pays. Il y a surtout des multinationales, quand vous parlez des entreprises comme Decathlon ou Airbus ou Michelin. Et Michelin, par exemple, déploie ça s'appelle là-bas la démarche de responsabilisation. Et voilà, mais il parle de la responsabilité, de la liberté d'équipe, donc de décider par elle-même. Et ça se déploie dans 60 usines sur 80, donc de Chine jusqu'à les États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'un être humain qui travaille ne soit pas partie prenante d'une telle démarche parce que
il parle avec un accent québécois ou un accent ch'ti, qu'il parle avec un accent de Texas ou un accent californien. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, je corrige un petit peu, le livre était traduit dans 15 pays aujourd'hui. Et le dernier va sortir au Japon. Donc, dans tous les pays, on s'intéresse à ce sujet. D'accord. Merci beaucoup. Bon, on en a fini sur l'entreprise libérée. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre nouveau livre, donc L'entreprise altruiste, qui est paru en 2019, coécrit avec Laurent Marbaché. Donc, première question, en lien avec l'entreprise libérée, j'aimerais savoir quel a été votre cheminement intellectuel pour passer de l'entreprise libérée à l'entreprise altruiste. Et est-ce que l'on peut finalement rapprocher ces deux idées en disant que l'entreprise altruiste est peut-être la finalité de l'entreprise libérée? Alors, évidemment, il y avait un cheminement et on peut reprocher les deux. Et voilà de quelle façon. L'entreprise libérée était très souvent mal comprise. Et vous êtes dans une école de management et vous voyez comment on essaye de concevoir l'entreprise à travers des modèles. Donc, on cherche des modèles dont la finalité va être nécessairement la performance économique. Et c'était assez difficile d'apercevoir une philosophie, qu'on dit en anglais business philosophy, une philosophie d'entreprise, dont la finalité n'est pas économique, dont la finalité est l'homme. Et la performance économique est la conséquence. Dès qu'on recherche dans cette histoire-là, on va dire, ah tiens, chouette, nouvelle approche, je vais l'appliquer et je gagne plus d'argent. C'est l'échec garanti. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, on peut concevoir l'entreprise libérée comme étant comme une transformation, et on n'en a pas parlé beaucoup, mais la transformation, ce qu'on appelle libération d'entreprise, est une partie indissociable de l'entreprise libérée. Il n'y en a pas d'entreprise libérée sans la transformation dans le contexte unique, c'est-à-dire articulation de cette philosophie dans le cas d'une entreprise concrète. Mais le résultat de ça, c'est finalement une entreprise qui se met au service de l'être humain qui est le salarié, qui pense à le servir et plus spécifiquement à satisfaire ses besoins fondamentaux que vous avez peut-être étudiés dans les cours de comportement organisationnel. Je ne parle pas de Maslow, il y a des théories plus avancées de DCRN, etc. Mais en tout cas, les êtres humains universellement possèdent les mêmes besoins que j'appelle l'égalité intrinsèque, le développement, l'organisation de son talent et l'autodirection. Et si on a fait un environnement dans lequel on fait tout pour le salarié, le résultat de ça qui va être engagé et par conséquent performant. Donc, l'entreprise, je résume, libérée, se met au service du salarié. Et la question qu'on se posait avec Laurent Marbaché, c'est est-ce que l'entreprise aussi peut se mettre au service des interlocuteurs externes à l'entreprise? Parce que le salarié est à l'intérieur, chaque jour. Bon, aujourd'hui, il est derrière l'écran Zoom, mais n'empêche, il a quand même une relation contractuelle. C'est un salarié. Mais est-ce que l'entreprise peut se mettre au service inconditionnel des clients? Et le client qui peut entrer une fois dans le magasin et jamais revenir. D'un fournisseur avec qui on a passé une commande, mais peut-être on ne passera plus. D'une communauté locale où on opère, où on a notre usine, notre magasin, etc. Et vous comprenez tout de suite que la problématique est très différente. Ce n'est pas la même chose de servir l'autre quand il est lié, quand il est votre salarié, il est toujours là, et servir quelqu'un que peut-être vous avez vu une fois et plus jamais. Donc, on pourra développer ça, mais en tout cas, voilà l'idée de passer de l'entreprise qui se met au service d'un recruteur interne
vers concevoir et réfléchir quelle est la philosophie de l'entreprise qui se met inconditionnellement au service d'interlocuteurs externes. Et donc, on l'appelait l'entreprise altruiste, du mot latin alter, l'autre. Voilà. J'en profite juste, Alexis, allez-y. pour vous montrer donc le livre, je ne sais pas si on le voit bien, l'entreprise altruiste. Voilà. Oui, là, on le voit. Oui. Merci. Donc, oui, merci, professeur, pour ces explications très claires. J'aimerais rebondir sur vos propos en prenant un exemple qui est celui que vous connaissez bien, puisque c'est l'entreprise Les Tissages de Charlieu, donc qui comporte une soixantaine de salariés et sur lequel vous avez travaillé. Et j'aimerais rebondir sur ces quelques propos, notamment celui de son PDG, Eric Bull, si je prononce correctement, qui voit le profit non pas comme une fin en soi, mais comme un outil de pérennisation de l'entreprise. Et par ailleurs, on a également des salariés de cette entreprise qui se considèrent comme étant dans une entreprise responsabilisante et ils voient l'entreprise altruiste comme étant une entreprise qui a la capacité de mobiliser, je cite, le cœur des hommes. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme propos. Et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous parliez de cette rencontre auprès de celles et ceux qui font tourner cette entreprise si particulière et si inspirante. Alors, on peut parler beaucoup. Je vais juste donner d'abord les circonstances, parce que quand la Covid a frappé et le confinement a été déclaré au mois de mars, nous avons dit avec Laurent qu'on va essayer de regarder, mais qu'est-ce que font ces entreprises différemment des entreprises traditionnelles dans cette période difficile. Et comme ça, on était déjà en contact avec cette entreprise, on l'a connue avant, parce que c'est une entreprise qui est devenue l'entreprise libérée. Et Eric Boel, il a gagné le prix en 2016, je crois, pour cette transformation. Donc, je le connaissais déjà, mais pas sous l'angle de l'entreprise altruiste. Et tout d'un coup, j'apprends que, vous vous rappelez, en France, à un moment donné, il y avait une pénurie des masques. Vous vous rappelez de ça? Et c'est une entreprise de textile qui fabrique des jacquards, la seule usine dans le nord de l'Europe qui fabrique ces tissus-là. Donc, c'est 17 mars que ça a été annoncé, le confinement. Je ne me rappelle pas si c'est mercredi ou jeudi. En tout cas, vendredi, ils ont se sont posé la question, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour aider la population française, aider les gens maintenant qui s'adressent à eux. Et ils ont trouvé un modèle de masque qui était, je crois, confectionné pour un hôpital à Grenoble de souvenirs. Ils ont réussi de construire avec le CAD-CAM le processus de fabrication. Ils ont annoncé ça sur leur site. Ils ont eu 1 million de vues pour lundi, des demandes qui pleuvaient des chaînes de distribution, pour des caissières, par exemple, des magasins, des hôpitaux, etc. Et ils ont, en 48 heures, transformé, donc arrêté de produire des tissus, pour des tissus techniques, pour aussi des chaînes d'habillement, etc., de grande qualité. Ils ont transformé l'ensemble de leurs usines pour produire des masques en tissu lavables, donc pas jetables, lavables, je crois, au régime de 150 000 masques par jour. Donc, et très important, vous allez dire, M. Goetz, mais en quoi c'est altruiste? Ils font de l'argent, quoi, sur le dos des Français qui souffrent. Ils ont vendu, c'est vrai, ces masques, mais au prix coûtant, c'est-à-dire sans faire aucun bénéfice. Et en même temps, comme vous comprenez, ne vendant pas leurs marchandises. Donc, ne pouvant pas produire ce avec quoi ils gagnent leur vie. Donc, ça, c'était leur rencontre. Maintenant, votre commentaire pour terminer sur... donc, vous avez compris qu'au départ, le début de votre citation, ça se réfère au fait que c'est une entreprise libérée. Et donc, les salariés, ils ont beaucoup de responsabilités, etc. Mais mobiliser le cœur, c'est très intéressant parce que l'entreprise altruiste, il ne peut vivre que parce que l'ensemble de salariés se mettent au service
des clients, des fournisseurs et de communautés locales. En l'occurrence, cette communauté locale, pour eux, est devenue des hôpitaux environnants, mais aussi des chaînes de distribution nationales, etc., c'est-à-dire un peu partout en France, hein, mais bien sûr aussi beaucoup d'hôpitaux locaux. Voilà. Et donc, c'est qui le fait? Ce sont des gens dans l'entreprise qui, avec leur cœur, décident de faire tout. Ce n'est pas l'entreprise, c'est une abstraction, hein. C'est des salariés qui décident de faire tout pour leurs interlocuteurs. Donc, j'interprète cette phrase de cette façon. Super, merci. Ensuite, est-ce que vous ne pensez pas quand même que dans une entreprise altruiste, le dirigeant doit savoir prendre le contrôle des fois? Je sais que dans votre livre, vous parlez du management pour 3% de Gordon Forward. Donc, en fait, il y aurait 3% des clients et des salariés qui profiteraient de cet altruisme finalement de l'entreprise. Et donc, est-ce que l'on ne peut pas craindre une organisation anarchique, au bout d'un moment? Alors, il y a deux dimensions ici. Et encore une fois, il faut séparer l'entreprise libérée et l'entreprise altruiste. L'entreprise libérée, c'est on donne la liberté complète et la responsabilité à des salariés. Et effectivement, il peut y avoir un certain nombre de salariés qui abusent. Il peut. La question, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Je me rappelle une entreprise aux États-Unis et un patron, le PDG, il m'a dit, je sais que j'ai quelques voyous dans mon entreprise. Des gens qui peut-être volent. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a quelques voyous sur des centaines de salariés que je transforme mon entreprise en prison. Je ne vais pas commencer à surveiller, fouiller tout le monde, etc. Donc, un jour, on les attrapera et puis ils vont avoir effectivement une sanction qu'ils méritent. Mais la grande majorité de nos salariés, ce sont des gens honnêtes, corrects, ils viennent faire leur travail et je n'ai aucune raison de les soupçonner. Donc, ça ne met pas dans notre société, et d'ailleurs aussi, hein, il y a des criminels, il y a des voyous, mais ce n'est pas pour autant que on vit en permanence comme si on était en prison ou qu'on était en permanence et surveillé. Donc, c'est le même principe. Maintenant, pour les entreprises altruistes, là, vous parlez des clients. Il y a des clients qui peuvent abuser. Ouais. Donc, imaginez que le client, il sait que vous faites tout pour lui, sans compter. Il dit, tiens, chouette, c'est la fête, quoi. C'est le Noël tout le temps, permanent. Je viens chez eux. Et il y en a certains qui le font. Mais imaginez, par exemple, vous prenez l'entreprise comme Châteauforme, qu'on décrit dans notre livre, et qui est un lieu de séminaire. Si je vous dis les jeunes, vous allez tout de suite courir là-bas, mais c'est là-bas, c'est open bar. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, le bar est ouvert. Tous les alcools, jusqu'à les plus durs, sont ouverts. Il n'y a aucune vente à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, on vous fait confiance. Y a-t-il parfois quelques clients qui abusent? Peut-être. D'ailleurs, ça ne va pas être très, très sympathique pour tel directeur ou manager de se saouler au milieu de séminaires d'entreprise. Vous êtes d'accord? Oui. Ou le soir. Donc, il n'y en a pas tant. Mais il y en a eu quelques cas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont mis partout des cadenas et ils ont fermé. Parce que ça signifie quoi quand vous allez dans l'hôtel et quand vous faites la penderie, là, quand vous faites votre manteau, plutôt qu'avoir une normale, c'est des trucs qui sont accrochés comme ça avec des clous. Vous voyez de quoi je parle? Le message qu'on vous envoie, que chaque client dans cet hôtel, c'est un voleur potentiel. Ben non, il n'envoie pas ce message. Tout est libre d'accès, on vous fait confiance, et s'il y en a quelques-uns qui le font, tant pis, on ne va pas arrêter de donner tout pour nos clients, dont la grande majorité, et chez Châteauforme, habitants, ils disent c'est 98% pour lui, ils sont comme ça. Et peut-être 2 qui abusent. Je ne vais pas punir 98%, arrêter de faire tout pour eux, parce qu'il y en a 2 qui ont abusé. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, nous avions des questions sur Châteauforme, mais vous y avez répondu parfaitement, donc c'est très bien. J'aimerais poser une dernière question avant de passer au thème suivant. Très simplement, professeur Goetz, en 1 minute, pourquoi vous nous conseillez de lire votre livre? Pourquoi les étudiants en école de commerce auraient à gagner de lire votre ouvrage?
Alors, c'est un peu prétentieux et j'ai même des difficultés dans mes propres cours. Je n'oblige pas, même si ce livre, c'est un livre de référence dans quelques-uns de mes cours. Alors après, je fais un quiz, donc s'ils n'ont pas lu, ils vont pas avoir une bonne note. Donc, vous dites, c'est une façon un peu déguisée. Mais je pense que ce qu'on appelle les millennials, hein, les jeunes, et tous les sondages le montrent, aspirent encore plus que les générations précédentes à ce qu'on peut appeler l'autonomie, la responsabilisation, qu'ils n'aspirent pas de venir dans l'entreprise et retrouver une sorte, une figure d'un père un peu sévère, qui va leur dire en permanence ce qu'il faut faire et qui va les contrôler. Ce qui, malheureusement, hein, c'est pas lié à telle autre personne, mais c'est la conception du rôle de manager depuis le temps de Taylor, qui a dit qu'il faut forcer, il a utilisé le mot plusieurs fois, forcer les exécutants de utiliser les process, les façons de faire les procédés que le manager, qui est le sachant, a mis en place. Donc, si vous voulez, on est des héritiers, avec bien sûr des modifications, mais de ce rôle de manager. Mais les jeunes n'aspirent pas à ça. Donc, ils n'aspirent pas à ça, mais pourtant, peut-être, ils ne croient pas qu'une autre façon est possible. Parce que n'oubliez pas, hein, ces entreprises que j'ai décrites sont quand même encore minoritaires. Néanmoins, le fait qu'elles existent donne de l'espoir. Et je peux vous dire qu'un certain nombre, alors je ne peux pas parler de toute la jeunesse parce que je n'interagis pas avec toute la jeunesse, j'interagis avec les étudiants de l'école de management. Vous voyez. Mais en tout cas, ces étudiants-là, il y en a certains qui étaient même à l'origine de transformation de leur propre entreprise. Il y en a même quelques-uns qui ont amené ce sujet-là pendant leur stage. Même pas pendant leur premier job, mais pendant le stage, en attendant que les dirigeants parlent. Alors, c'est des structures des PME plutôt, hein, des startups, vous voyez, mais qui parlent de ces sujets-là en disant ah bah, j'ai étudié ce sujet de l'entreprise libérée, et donc ils sont devenus ce qu'on appelle des agents de changement. En tout cas, je pense que même si vous ne travaillez pas dans telle structure, c'est bien de savoir qu'il y a une autre façon de concevoir et vivre dans l'entreprise est possible, et peut-être devenir les acteurs de ça. Je ne parle pas du fait qu'un jour, peut-être certains vont créer leur propre entreprise, leur propre start-up, et qui voient qu'on peut faire ça autrement. Voilà. Très bien, merci. Donc nous allons passer au troisième thème, qui est donc celui d'être professeur en grande école de commerce et des enjeux du travail de recherche que vous menez. Oui, tout d'abord, j'aimerais rappeler que donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Zoom ou sur Facebook tout au long de l'entretien. Je vois qu'il y a déjà 2 questions très intéressantes qui ont été posées et nous y reviendrons à la fin tranquillement. Tout d'abord, j'aimerais vous demander, donc, étant vous-même enseignant donc, à l'ESCP Business School, pensez-vous que l'enseignement des modèles d'entreprise libérés et des modèles d'entreprise altruistes devrait être quelque chose de privilégié dans les écoles de commerce? Vous en avez déjà un peu parlé, mais j'aimerais bien que vous développiez là-dessus, s'il vous plaît. Non, ma réponse est clairement non. Je ne pense pas que c'est la place, parce que quand même les grandes écoles, ce sont des établissements de type universitaire et qu'on ne devrait dicter ce qu'on doit enseigner. Je pense que la pluralité est très importante et c'est dans le débat justement entre différentes approches que un étudiant peut se faire une idée selon ses propres d'ailleurs valeurs, inclinaisons et intérêts. Mais je pense que c'est important pour que les étudiants soient ouverts à ce type alors encore une fois, ce n'est pas des modèles, hein, c'est en tout cas cette philosophie d'entreprise qui existe depuis 60 ans. Hein, la première entreprise qu'il a pratiquée, l'entreprise Gore, hein, qui est fabricant de Gore-Tex et d'autres produits, le pratique depuis 1958. Donc, éprouvé dans le temps, extrêmement performant et dans lequel, à la différence de la moyenne hein, des salariés engagés, il y a en France 6% des gens hein, qui se lèvent le matin et disent « chouette, je vais aller travailler dans mon entreprise ». 6%,
qu'il y a des entreprises dans lesquelles le taux d'engagement monte jusqu'à 70%, que globalement, les gens, plutôt que chez les concurrents, restent 2 ans en moyenne. Dans tel autre secteur, c'est 14 ans. Dans le secteur de Raleigh, je sais que, je crois, votre école a un programme d'échange avec eux, ce qu'on appelle Raleigh Research Triangle. J'ai étudié une entreprise, là-bas, il y a le turnover dans l'informatique 20%, dans cette entreprise, c'est 2%. Les gens, ils ne veulent pas quitter ces entreprises. Et ce n'est pas parce qu'on leur paye plus ou qu'on leur donne des bénéfices exceptionnels, matériels. C'est parce que leurs besoins sont satisfaits dans ces entreprises. Super, merci beaucoup. Et enfin, par rapport à vos travaux, est-ce que dans la lignée de l'entreprise libérée et de l'entreprise altruiste, est-ce que vous travaillez sur un nouveau concept en ce moment? Pour l'instant, vous savez, c'est tout frais. On a travaillé avec Laurent Marbaché pendant 5 ans. On a continué même pendant le Covid, là maintenant, encore interviewer, écrire et travailler sur ces sujets-là. Et vous savez, c'est toujours un pari. Donc, vous m'avez demandé le rôle d'enseignant, mais le rôle de chercheur, il y a aussi, on peut concevoir ça de différentes manières. Il n'y a pas une seule façon. Mais moi, je pense que dans le champ de l'entreprise, il est très important qu'une partie de recherche se font sur le terrain, ce qu'on appelle l'étude de terrain. Et quand vous faites, c'est très difficile. Hein. D'abord, c'est très difficile physiquement. Hein. Imaginez, pour les entreprises altruistes, je me suis déplacé des États-Unis, l'Europe, Japon, etc. Donc, parce que ces entreprises, il faut les chercher, il faut les trouver. Et voilà. Et après, c'est un pari, parce que ce n'est pas parce que vous avez vu une dizaine ou 2 dizaines d'entreprises qu'il y a quelque chose, un concept, si vous voulez, une philosophie qui va émerger. Donc, c'est un pari. Et voilà. Donc, nous, on était chanceux, ça a émergé, mais une fois qu'on a réussi à conceptualiser toutes ces diverses expériences, on a envie d'inspirer d'autres. Parce que mon rôle n'est pas un pur chercheur dans un tour d'ivoire. Je suis très, très proche de terrain. J'interagis énormément je rencontre beaucoup de dirigeants, on échange, on parle, et donc j'essaie d'inspirer, je donne des conférences, j'essaie d'inspirer le maximum des personnes de pratiquer. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore en phase disons, de chercher un nouveau concept, mais plutôt comment faire de l'entreprise altruiste quelque chose beaucoup plus répandu en France et en Europe, et pourquoi pas au Canada et aux États-Unis, parce qu'il y en a déjà des entreprises comme ça, voilà, qu'actuellement. Voilà mes préoccupations. D'accord. Donc maintenant, passons dans un 4e temps sur des questions plus d'actualité. Nous sortons d'un 2e confinement, donc nous devons poser une question sur le coronavirus. Est-ce que vous pensez que le monde d'après crise sera un tournant pour l'entreprise libérée ou l'entreprise altruiste? Est-ce que vous pensez que ces entreprises vont se généraliser ou pas? Alors, on m'a posé beaucoup cette question parce que, vous savez, le télétravail, brutalement, s'est imposé dans les entreprises. Et quand c'est imposé dans les entreprises, on a parlé de ces managers. Hein, donc, du coup, les managers, ils ne voient pas leurs salariés. Donc, la moitié de son travail, qui est le travail de contrôler, devient assez compliqué. Comment contrôler la personne quand elle n'est pas là, vous ne le voyez pas. Et donc, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont fait un peu un raccourci. Tiens, ces entreprises sont devenues des entreprises libérées. L'entreprise libérée, ce n'est pas des mesures ponctuelles. Ce n'est pas parce que vous avez du télétravail ou d'autres, même, je ne sais pas, vous n'avez plus de pointeuses ou que vous enlevez 3 couches hiérarchiques, que cette entreprise devient une entreprise libérée. Donc, le résumé est très simple. Le résumé, c'est que
la crise du Covid a exacerbé les tendances dans l'entreprise. L'entreprise était contrôlante. Si l'entreprise ne faisait pas confiance à des salariés, le Covid a exacerbé ça énormément. Parce que si vous ne faites pas confiance aux salariés quand vous ne le voyez pas, ben vous pensez à quoi? Ben le gars, il ne fait rien, quoi. Il est parti à la pêche. Il est parti voir le match du LOSC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, je le contrôlais. Je contrôlais le temps quand il fait ce log dans l'ordinateur, combien de temps il a passé devant l'ordinateur, etc. Donc, encore plus de souffrance, encore plus de mal-être. Tandis que dans les entreprises dans lesquelles la confiance était là, le manager disait, mon rôle, ce n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire et ce n'est pas de vous contrôler. Mon rôle, c'est de se mettre à votre service pour que vous puissiez vous organiser pour donner le meilleur de vous-même pour l'entreprise. Ça ne change rien, au contraire. Même si parfois ils avaient eu des velléités de passer un petit peu le nez et dire comment ça va les gars, etc. Et il ne peut pas passer le nez à travers l'écran de Zoom. Donc, il doit nécessairement se mettre à service des personnes, de régulièrement demander de nouvelles, qu'est-ce que je peux faire pour vous, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour avancer. Donc, dans ces entreprises-là, oui, disons, l'agenda de transformation vers l'entreprise libérée a avancé. Voilà. Quant à l'entreprise altruiste, c'est encore, peut-être c'est trop long ma réponse, mais vous posez des questions assez vastes. C'est une autre dimension. J'ai déjà commencé à évoquer un peu ces entreprises qui étaient dans une logique de faire tout inconditionnellement. Mais imaginez, ils faisaient énormément pour la communauté locale. Et la communauté locale, ça pouvait être une petite ville. Mais tout d'un coup, ça devient le pays entier. Pour Charlio, je connais un autre exemple, Sterimed, qui ne jamais faisait de l'importation. Il fabrique des accessoires pour les hôpitaux, etc., qui exporte en Chine de la France, et qui n'importait jamais rien. Mais tout d'un coup, comme ils voient qu'il manque des masques, et comme ils avaient un de leurs partenaires chinois, c'était aussi un fabricant de ces masques, se sont transformés en une entreprise d'importation. Et en un mois, vous imaginez, en un mois, l'entreprise a importé 25 millions de masques. Quand le gouvernement, il a dit, le gouvernement de la France entière, sous-entendu, l'État entier, a pris un engagement de fournir aux Français 20 millions. Une PME, 25 millions. Et tous ces masques-là, ils ont mis en vente au prix coûtant. C'est-à-dire le prix d'acquisition plus le prix de transport, en sachant même qu'ils ne connaissaient pas le prix des transports, ils se sont engagés avant et ils avaient peut-être, on va perdre de l'argent, mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter. Si on peut faire quelque chose, on va le faire. Donc, les entreprises altruistes, pendant le Covid, ont pu effectivement démontrer que leur philosophie les amène, leur donne la force d'agir et de faire des choses formidables, d'être la dynamique. Vous allez me dire en quoi ça aide l'entreprise, mais vous savez, ce n'est pas simple. Même vous, les jeunes, les étudiants, nous, les professeurs, quand l'école est fermée, quand chacun est chez soi, c'est crispant, c'est déprimant. Et vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise, une usine. Et tout d'un coup, ils ont une cause, tout d'un coup, ils ont une activité au service de l'autre. Je vous donne juste, je termine, le Charlio, vos tissages de Charlio. Quand le confinement a été annoncé, vous vous rappelez qu'il y avait le droit de toute personne de se retirer, de ne pas venir. Et il avait un chômage partiel à l'auteur très, très élevé. Et le directeur Eric Boel, il a dit, si vous voulez rester chez vous, vous restez chez vous et vous allez être payé. Quel est le pourcentage des gens qui sont venus lundi? Il a dit ça vendredi. Lundi, c'est-à-dire mars 20 ou quelque chose comme ça. 90 ou 95% des gens qui sont venus. 98 même, je crois. Voilà. Et pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'il leur a offert? Il leur a offert justement ce projet altruiste de fabriquer les masques pour la France qui en a manqué cruellement. Donc,
voyez, cet altruisme-là, il a quelque chose d'une puissance extrêmement forte, de la fierté que les gens ils ont retirée de toute cette expérience. Voilà. Très bien, merci. Une dernière question pour terminer sur cette partie avant de passer à un dernier thème. Euh, un sujet qui fera sourire les élèves de Schema dans le chat, puisque c'est un sujet qui nous a été donné en management. Comment voyez-vous rapidement le management d'entreprise en 2040? Oula. Vous savez, c'est, à travers mes recherches, j'ai vu des prophètes dans le management. Des gens extrêmement, la personne, d'ailleurs, que vous avez peut-être étudié, Douglas MacGregor, la théorie X, théorie Y, qui est quelque part un grand inspirateur de la philosophie de l'entreprise libérée. Quand il a commencé dans les années 50 à conceptualiser théorie Y, il a dit dans 10 ans, il n'y aura plus de l'entreprise théorie X, c'est-à-dire les entreprises qu'on appelle command and control, vous voyez, hiérarchie, contrôlant, etc. Et bien, dans 10 ans, rien ne se passait. Et ça ne se passe pas comme ça de soi. Les transformations des entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et ne peut commencer que par la transformation des patrons. Parce qu'il faut d'abord changer un certain nombre de schémas mentaux qui sont extrêmement ancrés et comment l'entreprise doit fonctionner, quel est le rôle de salarié, ressources humaines, ressources, hein, pas l'être humain, ressources humaines, et bien d'autres, pourquoi l'entreprise existe, etc. Et donc, sans qu'il y ait une transformation de soi des patrons, la transformation d'entreprise ne va pas exister. Et c'est, je pense, quand même, va être encore le cas minoritaire et qu'on aura toujours beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ils fonctionnent depuis 2 siècles, mais je pense qu'on aura quand même plus. La preuve, c'est que ces dernières 10 années, on a des centaines d'entreprises, grandes et petites administrations, etc., qui sont transformées. Donc, j'espère qu'on aura des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Voilà ma seule. Mais c'est plutôt un espoir hein, qu'une prophétie ou une conviction. Hein. On espère aussi, merci beaucoup. Et enfin, avant les questions du public, on aimerait passer à un dernier type de question. C'est une interview Fast and Curious. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est très simple. On va vous proposer 2 choix et vous allez devoir choisir ou non, si c'est impossible, entre ces 2 choix. Et le but, c'est de répondre le plus rapidement possible, un peu du tac au tac. Bon, Alors, on va essayer. Première question, c'est la plus simple, je pense. Entreprise ou quoique, entreprise libérée ou entreprise altruiste? Ben, les deux. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous avez le droit. Non, mais là, je ne peux pas choisir parce que les deux sont à moi, entre guillemets. Hein, donc, je peux pas. C'est comme vous dites, est-ce que tu aimes ta fille ou tu aimes ton fils? Ben, c'est des questions qu'on pose parfois dans les soirées, mais ça fâche tout le monde. Hein. Voilà. OK. Alors, une question peut-être ça fâchera moins facilement. Plutôt Paris ou San Francisco? Paris. D'accord. OK. Ensuite, plutôt donc la fromagerie Le Fédou, c'est la première entreprise altruiste dont vous parlez dans le livre, ou l'entreprise Danone. Fédou. D'accord. C'est une fromagerie, hein, tu es fabricant de fromage à Lozère. Oui, c'est ça. Vous nous avez confié être amateur de vin avec modération. Alors plutôt Gewürztraminer alsacien ou Margaux du Médoc? J'aurais dit ni l'un ni l'autre. Ah. Alors, si vous me demandez en France, je préfère des vins de Loire, D'accord. et des Chenins et des vins de Languedoc. Très bien. Alors, Bon il y a choix. aussi des bons Cabernet Francs aussi. Mais voilà, c'est 2 régions que je préfère le plus.
Alors, si vous étiez... allez-y, vous voulez dire quelque chose? Non, non, je dis après, bien sûr, je ne vais pas fâcher personne, hein, il y a super, j'aime beaucoup les très très bonnes Bourgogne et Bordeaux et les vins du Rhône, etc. Mais si vous, puisque vous avez choisi un petit peu deux étiquettes, un peu, ou deux domaines, deux régions un peu particuliers, donc je vous réponds au tac avec des régions particulières. Mhm. Alors ensuite, si vous étiez PDG, vous préféreriez que vos salariés choisissent leur salaire ou choisissent leur heure de travail? Ou choisissent leur Leurs heures horaire. de travail, oui, Bien sûr, je pense que j'aurais commencé par les horaires. d'accord. Je peux vous dire juste une petite parenthèse, c'est très compliqué, histoire de salaire. Il faut vraiment avancer énormément dans la transformation pour poser à un moment donné la question à la personne. Et il y a quelques entreprises comme ça, quel est le salaire que vous voulez gagner? Mais il ne faut pas commencer par ça parce qu'il y a énormément de maturation. OK. Ok, très bien. Euh, donc, vous nous avez aussi dit que vous étiez amateur de basket. Alors, plutôt Lakers ou plutôt Warriors? Alors, bien sûr, Warriors, mais mon équipe, alors ceux qui s'intéressent au basket, c'est Knicks, New York Knicks. Et alors là, ils jouent même pas dans les playoffs depuis très très longtemps, hein. Et voilà. Mais vous savez, on est toujours fidèles, hein. Voilà, c'est Ah comme oui. ça. Ouais. LOSC, avant de devenir LOSC, pendant des dizaines d'années, c'était un club, voilà, personne n'en parlait, quoi. Chez vous, on parlait que de Lens, hein. Oui. On ne connaissait pas Lille. Voilà. Donc, voilà, moi je suis fidèle à mon club, hein, donc on verra. OK. Alors, une question qui est, on va dire, plus personnelle, plutôt tour du monde en 80 jours ou tour du monde en 5 ans? 5 ans, évidemment. Mhm. Parce qu'il faut prendre du temps. J'ai appris, je voyageais énormément et il faut prendre du temps pour s'inspirer, s'imprégner des cultures. Et donc, tour du monde, ça veut dire, vous imaginez le nombre de pays, hein. Mais Oui. maintenant, j'aime beaucoup le Japon, mais chaque fois, à mon avis, partir là-bas sans rester au moins 2 semaines, c'est des chocs culturels et sont tellement importants. Et c'est aussi de respect, si vous voulez, des personnes. Alors, on peut être un touriste, hein, mais là, j'imagine que Mhm. vous posez la question plutôt voilà, de sérieusement, faire des choses sérieusement. Oui. Oui. Voilà. OK. Alors, trois petites questions, on en aura terminé pour notre entretien. Oui. Une, bon, je pense connaître la réponse, mais plutôt PSG ou LOSC? Alors, je ne veux pas fâcher ici des gens, hein, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, euh, j'aurais dit peut-être PSG finalement, parce que je suis parisien, parce que quand on regarde PSG, on regarde les matchs quand ils jouent bien, hein, au niveau de top de Champions League, si vous voulez. Et quand on aime le football, on a envie de voir la performance au sommet, Mhm. avec des très grands clubs, très grands joueurs. Mais lorsque je pense, il peut se rapprocher. Bon, il faut multiplier le budget un petit peu, hein, donc, Un petit peu mais beaucoup c'est même. pas, mais c'est pas toujours question de l'argent, hein. C'est en revanche ce que vous avez chez LOSC, à mon avis, c'est probablement la meilleure culture de club dans le football français. Mhm. Ouais, c'est possible. Ouais. Culture qui est fondée sur le respect. euh, il y a beaucoup de choses de humilité, etc. C'est-à-dire, je pense que j'ai entendu la pire chose qu'on peut faire à LOSC, c'est avoir une grosse tête en tant que joueur. Alors, plutôt Elton Mayo ou Kurt Lewin? Kurt Lewin. Très Alors bien. là, à mon avis, vous piégez une partie des élèves, là, des étudiants, hein, mais bon, espérons que non. OK. Et donc, toute dernière question, et peut-être la plus difficile en tout cas à mon sens, vous préférez la recherche de sens ou le sens de la recherche? Je pense le sens de la recherche, évidemment. Mhm. Parce que la recherche pour la recherche, je ne pense pas que ça avance énormément l'humanité. Et donc, la recherche, pour moi, c'est pas pour elle-même, c'est pour contribuer euh,
à rendre le monde meilleur. Et Mhm. donc, moi, je m'intéresse au monde de l'entreprise. Donc, comment améliorer effectivement euh, euh, soit les salariés, soit tous les interlocuteurs de l'entreprise et leur vécu, leur expérience, leur bien vivre, etc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer aux questions du public pour finir. Donc, on a une première question de Vicky Jobin euh, du Québec. Alors, donc ici au Québec, certaines entreprises ont entamé un processus de libération de leur entreprise de façon formelle, communiquée et assumée. Donc, la question est, doit-on nécessairement communiquer ses intentions et leurs finalités et se transformer graduellement en expliquant nos intentions à nos employés? Alors, et merci Vicky pour cette question. Et effectivement, euh, je vais peut-être séparer deux choses. Il y a des entreprises qui sont entrées dans cette transformation, qui se sont transformées et qui n'aiment pas communiquer, qui n'aiment pas beaucoup parler d'eux. Par exemple, l'entreprise Gore, vous ne pouvez pas le visiter. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir les visiter et étudier en tant que chercheur. Hein. Je ne parle pas maintenant tout simplement comme ça de rendre visite de benchmarking. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus volontairement racontent leur chemin et parlent de ce qu'ils ont fait. Et, en revanche, je ne pense pas que la transformation commence par la communication. Ça, c'est sûr. Parce que ce n'est pas les paroles, c'est pas à travers les paroles que les dirigeants, les leaders qui cherchent à transformer l'entreprise sont jugés, mais par leurs actes. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est, par exemple, d'un certain nombre d'entreprises, la transformation, mais je vous dis ce que le leader m'a dit, hein, a commencé par le fait qu'il a commencé le premier jour hein, de prise de poste à garer sa voiture dans le parking des ouvriers, Mhm. le parking commun, et pas dans un parking réservé. Parce que si il considérait qu'il doit transformer son entreprise sur la base d'égalité intrinsèque, et que tout salarié mérite la même considération, la même confiance, ben, à quel titre il va avoir un parking réservé? Donc, vous voyez, mais il n'a pas expliqué. Il n'a pas fait de la communication là-dessus. Il a juste agi. Alors, je peux vous dire que l'information comme ça, que le nouveau directeur, il ne gare pas dans son parking réservé, ben, ça prend à 24 heures et toute l'entreprise est au courant. Les gens se posent la question, pourquoi il le fait, etc. Mais c'est comme ça qu'on commence la transformation et pas nécessairement un communicant. Mais encore une fois, par la suite, on peut, à partir d'un certain moment, d'expliquer ce qui se passe. Mais on ne commence pas par ça. Très bien, merci. Une question donc de Gaspard de Montplanet, donc le président de notre association. Monsieur Guest, que pensez-vous de Danone, qui se dit entreprise à mission, mais Mm. pourtant, quelques mois plus tard, annonce un plan social face à la crise qui supprime presque 2000 postes? Et donc sa question est, comment Mm. l'altruisme d'une entreprise peut-il survivre face à la pression économique quand la Mm. situation n'est pas au beau fixe? Alors, je remercie d'avoir posé la question sur l'entreprise en mission parce que vous avez dans votre introduction parlé de l'entreprise libérée et évoqué l'entreprise en mission. Alors, il faut comprendre l'entreprise, pardon, altruiste. Il faut comprendre que l'entreprise altruiste est une philosophie. Hein, je ne vais pas donner la définition, hein, mais on a discuté un petit peu, hein, mais ce sont des entreprises qui se mettent au service inconditionnel de ses interlocuteurs, de son écosystème, hein, des clients, des fournisseurs, de communautés locales, à travers toutes ces activités de cœur de métier. Et la conséquence de ça, la conséquence, pas la finalité, est la performance économique, c'est ce que nous avons trouvé. L'entreprise à mission, il ne fait pas ça. L'entreprise à mission, il dit qu'il poursuit trois finalités. Trois. Il poursuit la finalité économique, la finalité environnementale et la finalité sociale. En même temps. C'est en même temps. Donc, effectivement, Danone a changé les statuts de sa société, de son entreprise, devenant une entreprise à mission. Et
effectivement, on voit que ce n'est pas simple en même temps de poursuivre la finalité sociale, en l'occurrence le bien vivre, le bien des salariés, et la finalité économique. Je pense que l'entreprise altruiste représente une solution, une sortie, si vous voulez, de quelque chose qui est un problème difficilement soluble dans les logiques des entreprises à mission, où il y en a aussi un autre versant qui s'appelle B Corp. Ce sont des démarches qui sont très bien intentionnées, hein, donc les démarches des entreprises qui cherchent ne faire pas uniquement des profits, mais ils essaient de le satisfaire simultanément. Or, l'exemple Danone montre que ça devient rapidement impossible, mais vous avez étudié peut-être certains parmi vous la recherche opérationnelle et la programmation linéaire, et vous avez vu aussi qu'il est impossible de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Il faut choisir un, et les autres deviennent des contraintes. Donc, pour terminer, les entreprises altruistes, elles disent qu'il faut choisir la génération de la valeur sociale. Point. Et les profits, comme dit Eric Boel, vous vous rappelez, c'est une contrainte. On en a besoin des profits pour pérenniser l'entreprise. Mais ce n'est pas l'objectif. On ne cherche pas à maximiser les profits. C'est la conséquence de la poursuite de la valeur sociale. Donc, c'est un discours très, très simple et clair. Et c'est séquentiel, ce n'est pas parallèle, ce n'est pas simultanément. Donc, voilà ma longue réponse à un sujet qui est très, très profond. Et parfois, effectivement, il y a beaucoup de confusion entre l'entreprise altruiste et certification, statut, etc. Je vous écoute. Merci beaucoup. Gaspard aussi vous remercie pour la réponse. Ensuite, une question de Céline sur Facebook. Donc, c'est deux questions en une. D'abord, sur votre expérience personnelle, qu'avez-vous appris sur vous et sur le monde qui nous entoure depuis vos travaux sur l'entreprise libérée puis sur l'entreprise altruiste? Et ensuite, que recommanderiez-vous à des étudiants qui ont des idées innovantes de management? Alors, c'est deux questions. Donc, la première, qu'est-ce que j'ai appris? Je pense que j'ai appris que l'entreprise, je résume à une seule phrase, peut être une formidable force de progrès social. Je vais même avancer de dire plus grande force de progrès social que les États ou les ONG. Et la raison pour cela, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup plus de compétences, de savoir-faire dans leur processus de cœur de métier que dans les administrations ou dans les ONG. La question, c'est est-ce que les entreprises mettent ces process, on appelle business, ces activités de cœur de métier, au service de la génération de la valeur sociale ou non? Mais si elles le font, le bienfait, les bénéfices pour les salariés et pour la société sont immenses et c'est ce que j'ai appris et constaté dans ces entreprises que le font, je répète, depuis des décennies. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est éprouvé et que ces entreprises-là, alors c'est un grand paradoxe, sont plus performants que leurs collègues qui sont à la recherche de profits purs. Voilà, ça, c'est la première question. La deuxième question, la deuxième partie, c'était quoi sur le qu'est-ce que je conseillerais pour les Qu'est-ce que vous recommanderiez aux étudiants qui ont des idées innovantes de management? Oui. Alors, idée innovante, c'est un petit peu vaste, hein, mais en termes de management, je ne sais pas si vous voulez, c'est deux choses, l'entreprise libérée et l'entreprise altruiste, ce sont des innovations, ce qu'on appelle sociales, parce que ça modifie des rapports. Les rapports avec les salariés, c'est des rapports, comme vous le savez, qui est fondé sur la subordination et le contrôle. Ils sont transformés dans l'entreprise libérée en des rapports de la confiance et d'autocontrôle. Donc, c'est une innovation majeure. Et par rapport aux instructeurs externes de l'entreprise altruiste, les rapports qui sont sous forme de transactions économiques se transforment en des rapports sous forme de relations authentiques. Donc, c'est des innovations.
je ne sais pas de quelles innovations parle notre auditrice, mais s'il a des idées d'innovation, comment organiser l'entreprise différemment hein, pour le bien vivre des salariés, pour le bien vivre des interlocuteurs de l'entreprise, ben, je l'encourage effectivement de la partager. Je vais vous donner un exemple. Vous regardez sur LinkedIn un de mes derniers posts sur une thèse de master de mon étudiant. Il est maintenant et il vient de terminer, je crois, l'année dernière, Émeric, qui a fait une thèse sur l'entreprise libérée sous un certain angle et qui a reçu le prix de la meilleure thèse de l'année. Donc, si vous avez des idées, bah, exploitez-les, écrivez, publiez. Il a publié un article qui était vu sur LinkedIn quand je l'ai partagé, je crois, plus de 30 000 fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez avancer avec vos idées, il ne faut pas s'autocensurer. Très bien, je vous remercie, Monsieur Gates, pour ces éclaircissements. C'était très intéressant et très enrichissant pour tout le monde. Et je vais laisser le mot de la fin à notre président, Gaspard de Monplané. Je me permets donc de reprendre la parole pour conclure cette conférence. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui sont venus nous écouter ce soir en ligne sur Zoom et tous ceux qui ont posé des questions et qui nous ont suivis en live sur Facebook. Je voulais évidemment tout aussi remercier tous ceux qui ont rendu possible cette conférence et cet échange de ce soir. Et je pense tout particulièrement au pôle event de l'association, au pôle communication et à nos talentueux animateurs Alexis et Antoine. Et bien évidemment, je voulais remercier très sincèrement et chaleureusement monsieur Gates pour nous avoir accordé de son précieux temps et nous avoir éclairé sur des sujets passionnants, améliorer la philosophie de l'entreprise et leur fonctionnement et peut-être que le rôle que chacun des étudiants qui nous ont regardés ce soir se devra d'endosser dans quelques années. Et je pense que vos philosophies, monsieur Gates, sont celles qui inspirent et encouragent à cela. Donc encore une fois, un immense merci d'avoir pris de votre temps que je sais précieux pour venir nous en parler. Et je souhaite bien évidemment à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous revoir nombreux en 2021 pour de nouveaux événements.